Gaza est à terre et qu'on ne sait pas ce qu'il y a sous les débits. Voilà. Donc c'est un drame humain. Alors ce que je vais dire, c'est pas très optimiste, malheureusement. Qui prépare une période où tout rapprochement entre les deux sociétés va devenir infiniment plus difficile. Salut Pascal. Quant à Israël, Israël est confronté à un changement historique profond aussi, avec cette donnée fondamentale. Nous ne sommes pas à l'abri, contrairement à ce qu'ils ont cru pendant des années. Ils ont cru pouvoir tourner le dos aux Palestiniens et aux problèmes palestiniens à l'abri du mur. Cela s'est brisé et ils ont découvert que leur armée n'est pas efficace comme ils le pensaient. Cette attaque a persuadé Israël qu'il est en danger existentiel et que leur armée n'est pas capable de faire ce pourquoi elle était prévue. Ce qui peut avoir cette conséquence aussi, malheureusement. Il y a un mariage qui arrive. Il y a un mariage? Mais je l'ai vu grandir parce qu'ils veulent pas que je... Ah ouais. Eh bien, nous sommes en guerre et nous pouvons même sacrifier les otages. On sait qu'aujourd'hui, parmi les 130 otages qui ne sont pas rentrés, certains, on ne sait pas combien, certains sont déjà morts sous les décombres. Sans parler des trois dont vous avez entendu parler ce matin, comme moi, peut-être pour les vôtres, dans les barrières, par là. Voilà. Un peu plus loin, Elias Samba dit, dans cette histoire qui dure depuis 75 ans, nous, Palestiniens, nous avons le sentiment permanent que nous sommes le peuple de Dieu dans l'armée, depuis 1948. Le peuple qui n'a pas de place, qui doit sortir de scène, à qui on dit sortez de scène, allez vous inquiéter, là où vous voudrez, mais partez. Et effectivement, ce qu'on entend de plus en plus en Israël, là c'est sur les commentaires, c'est le mot Nakba, qui est un mot tabou en Israël. On n'a pas le droit de prononcer un Nakba, tout le monde sait ce que c'est le départ forcé de 750 000 à 800 000 Palestiniens en 1948 qui ont tout abandonné, qui n'ont jamais pu revenir. C'est la grande catastrophe. La Nakba, ce mot-là était tabou en Israël. Parce qu'il revenait à l'histoire officielle. Il disait que les Palestiniens étaient partis volontairement. Et aujourd'hui, il est plus tabou, puisque certains politiques réclament la deuxième Nakba. Donc on y est, parfait, on y est tous. Mais, dit Elias Sambar, est-ce que les Israéliens veulent aller au suicide? Ils ne veulent donc pas entendre. Il y a 40 ans, je leur disais déjà, un jour vous allez vous demander où sont passés ceux qui parlent de réconciliation. Je rappelle que nous avons fait les négociations. On y est aujourd'hui. C'est le discours qu'on entend, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociateur. Pendant les négociations d'Oslo, nous étions très souvent abasourdis. Parce que nous avons signé énormément de textes quant au jeu de la colonisation. Mais la même main qui signait ce jeu d'un côté, de l'autre côté, fondait de nouvelles colonies. J'avais demandé à un de nos interlocuteurs, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis? Est-ce que vous réalisez l'avenir que vous vous préparez et que vous nous préparez? Et finalement, est-ce que Israël veut la paix? On connaît la réponse. Aujourd'hui, nous en sommes réduits à nous poser une autre question. Ce n'est plus est-ce qu'Israël veut la paix, mais est-ce qu'Israël peut la paix? Alors ici, il y a une anecdote historique. À l'époque, le département d'État des USA avait contraint le Premier ministre Yitzhak Shamir, c'est un peu avant Oslo, à venir aux négociations de Madrid, alors qu'il refusait fermement. Et Kissinger, le grand diplomate américain, prix Nobel de la paix, etc., lui avait écrit une lettre à Shamir en lui disant « Non, on ne leur tient pas tête, ils vont te briser les reins, va à Madrid négocier, va à Madrid et négocie pendant 10 000 ans. » Voilà, c'est tout le cynisme de Kissinger et le cynisme des Israéliens qui ont entendu le bon conseil. C'est ce qui s'est finalement passé. Et c'est ce que Netanyahou a fait ensuite après Oslo, obsédé par le fait qu'il ne voulait pas d'un État palestinien dans son voisinage. Maintenant, on en est là. Et le Hamas ne va pas disparaître. Mais il y a son marque, là. Le Hamas ne va pas disparaître, même si Israël arrivait à éliminer toute sa direction, puisque le Hamas est en train de recruter plus que jamais dans la totalité du monde arabe, et pas seulement en Palestine. On entend maintenant ce discours côté palestinien. Eux au moins, le Hamas, eux au moins,
savent comment il faut parler à un occupant. Allusion à ceux qui n'ont pas su tenir ce discours, ceux qui sont allés négocier, dont il fait partie du Samba, les pauvres naïfs qui sont allés à Oslo. La majorité de la société palestinienne était pourtant pour cette réconciliation. Seule voie possible de sortie. Pendant des années, avec l'OLP, nous avons créé non pas une organisation, mais un lieu dans lequel pouvaient converger toutes les composantes d'une société. Et donc pour nous une garantie formidable, unique dans le monde arabe, garantie de pluralité, où nous étions tous d'accord dans nos différences sur des objectifs communs. Et parmi ces objectifs communs, il y avait la question de la laïcité. La société palestinienne n'est pas laïque, mais la politique devait être laïque. On pensait en fonction des besoins du peuple, et chaque groupe pouvait avoir ses propres droits religieux. C'est en train d'être perdu aujourd'hui. Et bien sûr, c'est le résultat de la politique d'Israël. Même si, un tout petit peu d'optimisme, même si, dit Elias Samba, au bout de 50 ans d'engagement, j'ai appris qu'il n'y a rien de définitif. Voilà, autre point que je voudrais, sur ce que dit Elias Samba, qui n'est pas optimiste non plus, mais ça sont des constats. Il parle de la fin du système international. Il y a un ministre israélien qui, il y a quelques jours, dit qu'il est temps de licencier le secrétaire général de l'ONU. Et, dit Elias Samba, nous sommes en train de vivre la fin du système de relations internationales né à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de l'efficacité de l'ONU, même si elle a toujours été très relative, ça c'est moi qui dis, mais bon, organe détesté par les trois grandes puissances de la planète. Les Chinois n'aiment pas l'ONU, les Russes n'aiment pas l'ONU, et les Américains n'ont pas arrêté de nous dire, et cela je peux en témoigner, à chaque fois que nous venions avec des résolutions de l'ONU au département d'État américain, à chaque fois ils nous disaient, nous n'aimons pas le droit international, nous n'aimons pas le droit international. Créez vos propres termes de référence, disait-il. Mais c'est quoi les termes de référence? Israël, qui domine sur le terrain, va imposer les siens. Alors, l'ONU ne fonctionnait pas bien, mais nous avions un système qui nous permettait, même de façon illusoire, d'être à égalité à la table des négociations. Et même ce système-là est en train de disparaître. Il y a une mise à mort du système international qui est tombé. Et à quoi va ressembler cette jungle? Enfin, peut-être ce dernier point, encore deux choses. Concernant le vocabulaire dont on parle, le vocabulaire à utiliser sur cette affaire. Sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Elias Samba dit, je préfère qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre de crime de guerre. Et le journaliste lui dit, pas terrorisme. Et il dit non, je préfère le mot de crime de guerre car c'est plus grave et ça va plus loin que le concept de terroriste, très galvaudé, puisque tout est terroriste aujourd'hui. Le crime de guerre est gravissime et défini dans le droit international. Mais on nous ramène systématiquement à la condamnation du 7 et 8 octobre. Et il dit ces mots parce que par deux fois, hier dans l'émission sur France Inter, il a été interpellé par des auditeurs qui ont rappelé à 5 minutes d'intervalle pour dire la même chose. Est-ce que vous condamnez? Donc il réagit. On nous ramène systématiquement à la condamnation du 7 et 8 octobre. Mais ça a été ma première intervention dans le journal Le Monde, le 12 octobre. Avant même d'entrer dans les débats, ça a été ma première phrase. Et il cite, quand on observe le droit international, on observe toutes les dispositions du droit international. Ce qui s'est passé dans les Kibbutz le 7 octobre est un crime de guerre. Je ne veux plus, dit-il, passer mon temps à montrer patte blanche en disant que je suis quelqu'un de fréquentable. Mes positions sont connues. Mes positions par rapport à la négociation, par rapport au judaïsme, elles sont connues. Je suis absolument opposé à toute mort civile. Mais il faut que nos amis israéliens ou partisans d'Israël comprennent qu'on ne peut pas être réduit à chaque discussion à prouver notre innocence ou notre non-complicité avec les assassins. Ça n'est plus possible, c'est injuste. En France, c'est une obsession. Est-ce que tu es antisémite?
Ça fait des années que tout le monde sait que je ne le suis pas. Est-ce que tu es pour la destruction d'Israël? Et alors, j'aurais perdu des années de vie à négocier avec les Palestiniens. Il y a quelque chose d'absolument insupportable. Nous devons à chaque fois nous disculper de choses que nous n'avons pas commises. Je ne veux plus me laisser enfermer dans ce type de débat. Alors, j'ajouterais, moi, personnellement, que je comprends parfaitement l'exaspération d'Elias Samba hier. Je vous le disais, s'était interpellé 2 fois, à 5 minutes d'intervalle sur la question. Cependant, j'ai envie de dire, c'est personnel, eh bien qu'on est condamné à le faire quand même. Pour avoir discuté avec plusieurs personnes ces derniers jours, il est évident qu'on a à faire face à une telle offensive qui est la suite de ce qu'on a toujours entendu en France. Et ce qui s'est passé le 7 octobre est telle rupture qu'on est obligé, si on veut être libre, de commencer par ça. Même si, effectivement, c'est une évidence. On condamne, pour moi en tout cas, c'est une évidence, de condamner des attaques de civils, des viols, etc. Donc, si on veut, je crois que, voilà, je comprends parfaitement l'exaspération, l'énervement, et malheureusement, on en est là, et c'est pour ça qu'il faut se faire une réflexion. Alors, je continue sur Elias Samba. Je vais juste rajouter un point quand même là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de rentrer dans ce débat-là? Parce que ce débat-là n'est jamais fini. Vous avez vu qu'il y a une offensive d'Israël sur la guerre des images, etc., qui est très bien organisée, très bien orchestrée. En ce moment, il y a des projections d'organiser un peu partout dans le monde sur les viols commis au moment des attaques, chose insupportable, tout le monde est bien d'accord. Et surtout, ce discours-là, il sous-tend quelque chose derrière. Et je pense à une conversation que j'ai eue moi-même il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours avec une personne que j'apprécie, mais qui m'a dit, en me regardant, mais quand même, les soldats de Tsahal, les soldats israéliens, ne violent pas. Non, j'en sais rien, mais en tout cas, si on veut faire la liste des exactions, des manquements aux droits de l'homme, de la déshumanisation, etc., du fait d'Israël et de ses soldats, depuis 75 ans, la liste est longue, bien sûr. Mais cette personne-là ne le sait pas. Donc on a affaire à quelque chose. Donc il faut toujours discuter. Et autre chose, cette discussion me ramène aussi à quelque chose d'autre que j'ai entendu, mais ça c'est de la mauvaise foi la plus totale. C'est sur ce sujet, c'est Xavier Bertrand, qui le jour à la radio, Xavier Bertrand, donc chef de file, poids lourd des Républicains, chef de file des Hauts-de-France, président de la Région de France, qui disait nous devons être aux côtés d'Israël parce que Israël est le bastion de l'Occident dans la région. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ça veut dire que c'est le bastion de la civilisation contre la barbarie, comme si la barbarie c'était les autres, de préférence des musulmans, des arabes, comme si M. Bertrand ne savait pas que le summum de la barbarie, ils ont été atteints il y a moins de 100 ans en Europe, dans un pays de grande civilisation, de grande culture qui a fourni au monde des écrivains, des musiciens, des poètes. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? On sait bien que ce sont les conneries. Mais on a à faire face à ce discours permanent et donc on est condamné à toujours redire les mêmes choses, même si c'est exaspérant. Voilà, et pour en terminer avec Elias Samba, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de la question, est-ce qu'une réconciliation est encore possible? Réconciliation, mais avec quel médiateur? Les USA, pardon, mais je crois que les USA nous mènent dans le bateau. Et en Europe, cela fait 40 ans qu'on parle des 2 États. Mais rien n'a jamais été fait pour ces 2 États. Les USA disent aussi 2 États. Mais alors posons-leur la question. Vous allez démanteler par la force des blocs de colonies? Ils diront non. C'est une question intérieure israélienne. Zeyev Sternel, historien israélien sioniste, plutôt dur, mais radicalement anticolon, me disait déjà il y a 30 ans qu'ils nous ont placés, nous Israéliens, dans une alternative très simple. Laissez-nous nous occuper des Palestiniens, les colons disent ça, hein. Laissez-nous nous occuper des Palestiniens.
Et soyez contents, allez tranquillement nager à Tel Aviv ou à Eilat. Station balnéaire, Soi-même. Nous nous en occupons des Palestiniens. Par contre, si vous voulez faire deux États, alors ce sera la guerre civile. Je disais ça il y a 30 ans, je crois qu'aujourd'hui on ne s'est jamais autant rapproché de cette hypothèse. Je parlais la semaine dernière du chiffre affolant de 250 000 permis de port d'armes attribués en Israël depuis le mois d'octobre à des civils, autant qu'en 20 ans. Voilà, on est en train de préparer effectivement une situation de guerre civile. La société israélienne, Yair Samba, n'était pas forcément pour la guerre, mais il y a ce chantage permanent des colons, ils ont pris le pouvoir. Quant au Premier ministre actuel, le mot irresponsable est tellement gentil. Il est prêt à mener son pays au désastre pour échapper à la justice. C'est une espèce de suicide collectif, une marche qui nous a une impasse totale. Comment les Américains et les autres vont-ils gérer cet état des lieux? Voilà, c'est pas très gai. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'il faudrait faire pour trouver des paroles d'optimisme. Je suis vraiment désolé. Voilà. Localement, on a une petite satisfaction personnelle, mais c'est tellement dérisoire qu'on la prend quand même. On vous avait dit qu'on avait préparé une motion à voter pour les conseils municipaux. Alors on est un peu tard dans le calendrier parce que la plupart des communes auront leur conseil municipal qu'en janvier. Mais quand même, cette motion a été adoptée à l'unanimité du conseil municipal de Saint-Quay-Perrance jeudi dernier. Voilà. Et elle passe en conseil municipal lundi prochain à Lannion et j'espère qu'elle sera votée. Voilà. Alors, juste pour conclure, je vous lis la motion proposée et qui a été acceptée par les conseils municipaux. Alors bien sûr, c'est une motion qu'on a voulu très équilibrée pour avoir une chance que ça passe, mais l'essentiel est dans la fin. Le conseil municipal de condamnant fermement les attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien contre des populations civiles, causant la mort de 1200 personnes et prenant en otage plus de 200 autres personnes, enfants et vieillards. Concerné par le déchaînement de violence qui, en réponse à ces attaques, a déjà causé la mort de plus de 20 000 autres civils, enfants, vieillards pris au piège de la bande de Gaza, dont ils ne peuvent s'échapper. Épouvanté par la perspective de la poursuite de ce massacre jusqu'à une date indéterminée. Premièrement, se félicite du vote de la France au Conseil de sécurité de l'ONU le vendredi 8 décembre 2023 en faveur d'une résolution qui appelait à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, à la mise en place urgente d'un accès humanitaire aux populations de Gaza et qui rappelait à toutes les parties les obligations que leur impose le droit international, notamment en matière de protection des civils. Deuxièmement, demande instamment au gouvernement français d'agir fermement et activement auprès de la communauté internationale, et plus particulièrement les États-Unis, dont le veto a empêché l'adoption de cette résolution, pour que cette dernière soit de nouveau rapidement proposée et adoptée. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important pour nous, demande instamment au gouvernement français d'agir fermement et activement dès aujourd'hui, en cohérence avec son vote de vendredi dernier, et sans attendre un hypothétique retour d'une telle résolution à l'ONU, en prenant très rapidement à l'encontre des différents acteurs de cette tragédie l'initiative de mesures concrètes, sanctions économiques comprises si nécessaire, qui seront à même de les contraindre à un cessez-le-feu immédiat et durable, et à un retour à des négociations de paix basées sur le droit international et le respect des droits légitimes de toutes les populations des territoires concernés. Voilà, le plus important c'est dans le dernier paragraphe. Des sanctions, que la France soit cohérente avec son vote historique de l'ONU, à l'ONU vendredi dernier. Mais déjà on peut craindre le pire puisque, vous l'avez vu aussi, immédiatement après ce vote, la France est associée à une initiative de l'Allemagne et de l'Italie, demandant des sanctions, demandant de l'ordre des sanctions contre le Hamas et tous les pays qui éventuellement supportent le Hamas. Pas un mot pour Israël. Par contre, la France ne s'est pas associée à l'initiative
de l'Irlande, de l'Espagne, de la Belgique et de Malte, demandant que l'Union européenne prenne aussi des positions fortes pour contraindre Israël. Voilà. Après le vote passé à l'ONU, la France retombe dans le deux poids, deux mesures insupportables qu'on dénonce depuis des décennies. Voilà. Voilà, vous parliez des marchés. Donc on va leur laisser la place. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux encore aujourd'hui, malgré peut-être que ça dure. Et on verra ce qu'on fait. Trêve. Il n'y a pas de trêve à Gaza. Mais pour nous, trêve de Noël ou pas, on va voir. Malheureusement, on est parti pour longtemps. Voilà, merci à vous.